Bienvenue dans l'Apocalypse de glace. Dans l'épisode précédent, Liang YE est retourné à la base de 11 champs et a découvert que les étudiants avaient été sélectionnés pour des expériences humaines brutales. Avec l'aide de Xiaoxian, elle a atteint le département de l'information et a inséré la puce de Xingxin, donnant ainsi au camp de Zhang le contrôle total du réseau ennemi. Ensuite, Zhang et Xingxin ont découvert la vérité. La menace de missiles de Shen Xinyan était bien réelle, mais 11 champs n'avaient pas encore fini d'envoyer les coordonnées de l'abri. Et aujourd'hui, Zhang et Xingxin ont enfin l'occasion de transformer la propre arme de la base de 11 champs en première étape de leur contre-attaque. Continuons. Xingxin exposa calmement la solution la plus absurde de toute la pièce. Puisque l'ennemi voulait leur lancer un missile, elle proposa de modifier les coordonnées de la cible pour les remplacer par celles de la base de 11 champs. Autrement dit, ils allaient laisser l'ennemi tirer le missile, gaspiller son arme et bombarder son propre quartier général. Plutôt amusant, non? Zhang fut surpris, mais il resta prudent. Il demanda si c'était vraiment faisable. Si Xingxin modifiait les coordonnées, l'ennemi ne s'en rendrait-il pas compte? Xingxin sourit comme si elle avait déjà résolu la moitié de l'apocalypse grâce au Wi-Fi. Elle dit qu'elle pouvait s'assurer que ce serait indétectable, car le plus important n'était pas les coordonnées envoyées par l'ennemi, mais celles que le destinataire recevait. Puis elle expliqua l'astuce en détail. Elle pouvait bloquer le message de l'ennemi et utiliser leurs propres ordinateurs pour envoyer à la place les coordonnées de la base de 11 champs. Zhang complimenta immédiatement l'idée, mais il savait aussi que la base ne tomberait pas si facilement. Il posa donc la question importante suivante. La base de 11 champs n'était-elle pas difficile à détruire? Ensuite, il se tourna vers Kieran et lui demanda d'analyser la structure de la base. Pourrait-elle résister à une attaque de missiles à forte puissance? Kieran s'approcha aussitôt et commença à vérifier les données. Au bout d'un moment, Kieran lui donna une réponse honnête. La base de 11 champs était incroyablement solide, et elle était enterrée à plus de 100 mètres sous terre. Selon elle, des missiles, même des armes nucléaires, ne pourraient pas facilement la détruire à moins de frapper exactement son centre. Seuls des missiles spécialisés capables de percer les bunkers pourraient peut-être fonctionner, mais détruire toute la base en une seule frappe n'était pas réaliste. Kieran lui rappela que ce genre d'abri avait été préparé pour la guerre depuis le départ. Bien sûr qu'il n'allait pas s'effondrer simplement parce qu'un missile venait frapper à la porte. La base n'avait pas survécu à l'apocalypse en étant faite de carton mouillé. Zhang resta silencieux un instant. Puis il dit quand même à Xingxin de continuer et de modifier les coordonnées. Peu importe ce qui arriverait, le missile visant son abri devait être redirigé vers la base de 11 champs. Après cela, il posa les mains sur les épaules de Xingxin et lui demanda d'organiser pour lui toutes les données concernant la base ennemie. Il devait les étudier attentivement plus tard. La jeune hackeuse accepta docilement. Une fois que tout fut réglé, Zhang ferma la porte et quitta la pièce. À l'instant où il partit, Kieran ne put s'empêcher de demander ce qu'il avait en tête. De son point de vue, le problème était déjà résolu. Xingxin ne la regarda même pas en répondant. Elle sentait que Zhang y voulait profiter de cette occasion rare pour attaquer la base de 11 champs. Le reste n'avait aucune importance. Kieran admit que c'était possible, mais elle en doutait tout de même. Après tout, notre protagoniste avait toujours été prudent de nature. Plutôt que de passer à l'offensive, il préférait généralement se protéger, tout préparer, puis encore préparer au cas où la réalité déciderait de lui jouer un mauvais tour. Pendant ce temps, au 25e étage de l'immeuble d'appartement 20, Zhang était assis seul et fixait la neige épaisse qui tombait dehors. Il savait qu'il ne pouvait pas rester là sans rien faire à attendre. Même s'il survivait à cette crise du missile, Shen Xinyan n'abandonnerait pas, et il pourrait même faire venir davantage de forces extérieures pour le traquer. Alors que la tempête de neige faisait rage dehors, Zhang forma lentement un plan. Il n'y avait qu'une seule occasion, et ce serait au moment de l'attaque du missile. Même si la base de 11 champs ne pouvait pas être détruite directement, l'impact provoquerait tout de même une panique massive. Puis il se souvint de son atout caché. Il lui restait encore 500 kilos d'explosifs récupérés lors de sa première rencontre avec l'équipe des opérations spéciales, et Kieran en avait préparé plusieurs centaines de kilos de plus. Au total, ils en avaient presque une tonne.
Il savait que s'il parvenait d'une manière ou d'une autre à introduire ces explosifs dans la base, le résultat serait spectaculaire. Presque comme un magnifique feu d'artifice. Et même s'il ne pouvait pas détruire complètement la base de 11 champs, éliminer les personnes importantes à l'intérieur permettrait d'atteindre presque le même objectif. Plus il y avait de mutants, plus le danger pour eux augmentait. Une fois ses pensées clarifiées, Zhang retourna dans la pièce et appela Xingxing pendant que les filles mangeaient dans le salon. Notre garçon s'approcha et dit à la jeune hackeuse qu'il avait besoin de voir l'organisation militaire actuelle de la base de 11 champs. Leurs effectifs, leurs armes, absolument tout. Plus important encore, il avait besoin d'informations sur leurs capacités surhumaines. Xingxing comprit immédiatement son intention et demanda si cela signifiait qu'il comptait attaquer la base. Zhang sourit et répondit que si les chances de succès étaient élevées, alors pourquoi pas? Ils ne pouvaient pas continuer à se comporter comme des proies éternellement. À un moment donné, ils devaient changer de rôle et devenir les prédateurs à leur tour. Bien sûr, cette confiance dura environ 2 secondes avant que notre garçon se gratte la tête et ajoute la condition typiquement Zhang. Il devait encore évaluer en profondeur la force de l'ennemi. Si l'écart était trop grand, alors tout le monde pouvait simplement oublier ce plan. Xingxing éclata de rire, parce que c'était exactement le Zhang Yi qu'elle connaissait. Plus tard, la jeune hackeuse travailla pour récupérer la moindre information sur leur ennemi. Une fois terminée, elle annonça que les données avaient été organisées et qu'elles étaient prêtes à être consultées. Zhang lui dit joyeusement de les lui montrer tout de suite. Il s'assit devant l'installation informatique et parcourut rapidement les documents. Il comprit très vite l'ampleur de la force ennemie. La base de 11 champs comptait plus de 500 soldats bien équipés. Mais plus de 50 membres des opérations spéciales avaient déjà été éliminés. Malgré cela, la base possédait encore une grande force de combat. Du côté des surhumains, en excluant Liang Ye, il restait encore 6 individus importants. Les dossiers expliquaient que certains surhumains s'étaient éveillés naturellement, tandis que d'autres avaient été mutés de force grâce à l'implantation des cellules du capitaine Ling. Puis Zhang ouvrit le dossier de Ling Feng. Ling Feng était un surhumain de type renforcement, portant le nom de code surhomme. Il pouvait renforcer toutes ses capacités physiques et possédait des compétences de combat plusieurs fois supérieures à celles d'un humain ordinaire. Sa vitesse, sa force et sa capacité globale étaient toutes notées 5 étoiles, sa puissance était indiquée comme inexistante, et sa note générale était S. Zhang admit silencieusement que Ling Feng était impressionnant. Comme on pouvait s'y attendre du capitaine des opérations spéciales de la base de 11 champs, cet homme était très fort. S'il voulait attaquer la base, Ling serait sa principale préoccupation. Mais comme l'homme n'avait aucune capacité d'attaque à longue portée, Zhang pensa pouvoir le gérer en gardant suffisamment de distance. Dans un monde rempli de monstres, parfois, la stratégie la plus intelligente restait encore l'art ancestral de ne pas se tenir trop près. Après cela, Zhang étudia le reste des mutants ennemis. Fanzin était un surhumain de type émission, portant le nom de code homme de feu, et il pouvait émettre des flammes à très haute température. Sa vitesse et sa force étaient toutes deux notées 2, sa puissance 3, sa capacité globale 1, et sa note était B. Ensuite venait Zheng Xuron, une surhumaine de type contrôle portant le nom de code gel. Elle pouvait créer de la glace solide pour combattre. Sa vitesse était de 2, sa force de 1, sa puissance de 4, sa capacité globale de 3, et sa note était A. Puis venait Shu Mingji, un surhumain de type bestial portant le nom de code bête venimeuse. Il pouvait se transformer en monstre géant, gagnant une force immense et des fluides corporels hautement corrosifs. Sa vitesse était de 3, sa force de 4, sa puissance de 2, sa capacité globale de 3, et sa note était A-. Shi Deyong était lui aussi un surhumain de type bestial. Son nom de code était singe de givre, et il pouvait se transformer en singe de givre géant, augmentant considérablement sa force physique et sa résistance au froid. Sa vitesse était de 3, sa force de 4, sa puissance inexistante, sa capacité globale de 4, et sa note était A. Le dernier profil appartenait à une fille nommée Y Rongua, une surhumaine de type mental portant le nom de code sorcière. Ce nom de code était trompeur, car il dissimulait son véritable pouvoir, hypnose profonde. Elle pouvait provoquer des simulations de mort, voire une mort cérébrale, grâce à des ondes cérébrales,
et le contact visuel maximisait l'effet. Sa vitesse et sa force étaient toutes deux de 1, sa puissance et sa capacité globale frôlaient les 4, et sa note était à moins. D'après les informations de la base, une organisation spécialisée existait déjà pour classer les mutants en 6 catégories selon leurs capacités surnaturelles. Pour l'instant, les classifications restaient larges et se basaient seulement sur la manifestation de base de chaque pouvoir. Zhang se dit que des catégories plus détaillées apparaîtraient sûrement à l'avenir, à mesure que les gens collecteraient davantage de données. Puis il bâilla et se leva de sa chaise. Sa propre capacité était liée à l'espace, et elle ne rentrait pas proprement dans les catégories standards. Tout au plus, elle pouvait être classée comme une particularité spéciale dans le système général. Après avoir tout passé en revue, Zhang compta les forces de son propre camp. Leur puissance de combat incluait lui-même, Gros Shu, Oncle Yu et Ua. Aucun d'eux n'était faible, et Liang Yue pouvait leur fournir un soutien interne. Le vrai problème n'était donc pas de savoir s'ils pouvaient se battre. C'était de trouver comment infiltrer la base de 11 champs, placer les explosifs en sécurité, puis battre en retraite. C'était exactement le moment où le plan cessait de sonner héroïque et commençait à ressembler à un projet de groupe extrêmement dangereux. Kéran remarqua qu'il n'avait pas encore complètement pris sa décision, alors elle suggéra d'en discuter avec tout le monde. Xinxin se demanda ce qu'il y avait à discuter, mais l'ingénieur talentueux expliqua calmement que 3 personnes qui réfléchissent ensemble valent toujours mieux qu'une personne qui réfléchit seule. Il pourrait avoir de bonnes idées capables de l'inspirer. Zhang accepta. En réalité, il avait justement prévu de faire cela. Il leur dit donc qu'il était temps de tenir une réunion. Bientôt, tout le monde se rassembla dans le salon. Notre garçon commença par leur dire qu'ils avaient une occasion rare d'abattre la base de 11 champs. Son ton devint sérieux lorsqu'il leur rappela que la base était déjà leur ennemi. Il n'était pas du genre à chercher la bagarre pour le plaisir, mais il ne laisserait personne les écraser non plus. Cette fois, il avait décidé de riposter. Bien sûr, il ne pouvait pas le faire seul, alors il avait besoin de l'aide de tout le monde. Puis il leur demanda ce qu'ils pensaient d'une contre-attaque. Aimei et Kéran semblaient inquiètes, tandis qu'Oncle Yu et Shinlei étaient beaucoup plus concentrés. Comme Oncle Yu était le plus âgé et qu'il avait aussi une expérience militaire, Zhang lui demanda de partager son avis en premier. L'homme n'hésita pas. La base ennemie avait subi de lourdes pertes au manoir Yank, donc une réconciliation était désormais impossible. Il expliqua aux autres qu'au lieu d'attendre la mort, ils devaient frapper les premiers. Ils avaient une occasion en or de créer le chaos en utilisant la propre arme de l'ennemi, et ils devaient la saisir. Puis Oncle Yu regarda Zhang fermement et dit qu'il lui devait beaucoup trop. Si notre protagoniste voulait attaquer la base de 11 champs, il le soutiendrait jusqu'au bout. Cette approbation comptait, car Oncle Yu ne parlait pas seulement sous le coup de l'émotion. Il comprenait la guerre, les risques et le bon timing. Après cela, Zhang se tourna vers Shinlei, qui semblait nerveux, et demanda ce que le gros en pensait. Shinlei hésita. La base de 11 champs comptait de nombreux mutants, une armée et des armes qui dépassaient largement les leurs. Ces inquiétudes étaient raisonnables, ce qui, dans ce groupe, voulait généralement dire que quelqu'un allait quand même lui demander de faire quelque chose de complètement fou. Notre garçon le rassura calmement. En termes de mutants, leur camp n'était pas forcément plus faible. Quant aux soldats ordinaires, Zhang afficha un sourire et déclara qu'il s'en chargerait lui-même. Après tout, Shinlei savait déjà de quoi il était capable. Puis il lui rappela combien de personnes du village Shujia étaient mortes à cause des soldats de la base. Shinlei ne voulait-il pas venger leurs villageois? L'otaku eut un rire gêné et admit que ça allait, parce qu'il n'avait de toute façon pas été si proche des gens du village. Zhang faillit s'agacer. Il s'était toujours considéré comme prudent, mais d'une manière ou d'une autre, Gros Shu avait réussi à être encore plus prudent que lui. Cet homme traitait un arc de vengeance comme une quête secondaire optionnelle qu'il n'avait pas encore acceptée. Mais en voyant l'expression de notre personnage principal, Shinlei changea rapidement de ton. Si son frère Zhang était prêt à se battre, alors il fallait compter sur lui. Zhang fut surpris de voir Gros Shu accepter aussi vite, mais l'otaku avait une raison simple. Suivre notre garçon signifiait avoir à manger, à boire et une vie en sécurité. S'il lui arrivait quelque chose,
Survivre seul dans ce monde ne vaudrait même plus la peine. Alors Shinley se leva avec un courage un peu forcé et déclara que dans la vie, choisir le bon chemin était très important. Mais il avait décidé de tenter sa chance et de saisir cette occasion. On dirait le bon moment pour demander un petit like afin de soutenir le courage de Shinley. Apparemment, il lui fallait juste une réunion complète, de la nourriture gratuite et l'approbation de Zan pour enfin accepter l'arc de vengeance. Malgré tout, Zan était satisfait. Puisque tout le monde avait accepté, la décision était enfin prise. Oncle Yu cria qu'ils allaient s'opposer à la base de 11 champs, et Zan et Shin les répondirent ensemble. Ils allaient le faire. Shin les rappela tout de même à notre protagoniste qu'il valait mieux bien planifier l'opération. Zan lui dit calmement de ne pas s'inquiéter. Lui non plus n'avait pas envie de finir mort. Pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Puis il apporta le tableau de présentation qu'il avait préparé et annonça le début de la réunion de stratégie de combat. Il devait leur présenter leurs adversaires et exposer son plan en détail. Dès qu'Oncle Yu vit le tableau, il s'y intéressa. Il pouvait aider pour cette partie, car il avait reçu une formation militaire spécialisée à l'époque où il était dans l'armée. Zan accepta évidemment aussitôt. Puis il confia une tâche à Xingxin. Elle devait expliquer la situation générale de la base de 11 champs à Oncle Yu et à Gros Chou, y compris les informations qu'il venait d'examiner, afin qu'ils puissent rapidement comprendre l'ensemble. La jeune aqueuse accepta docilement et leur dit à tous les deux de la suivre. Après cela, Zan prit son téléphone et réfléchit un instant. S'il prévoyait d'attaquer la base, il leur fallait le bon timing, un terrain favorable et des gens compétents. Il envoya donc immédiatement un message à Liang Yue. Il la remercia de les avoir aidés à résoudre le problème immédiat, puis lui dit que d'ici minuit la nuit suivante, elle devait trouver un endroit sûr où se cacher. Ils organiseraient son évasion et attendraient dehors pour l'aider. Professeur Liang répondit rapidement. Elle fut soulagée d'apprendre qu'il viendrait avec des gens pour la soutenir, et elle demanda s'il avait un plan à partager afin qu'ils puissent se coordonner de l'intérieur et de l'extérieur. Zan ne lui expliqua que ce qu'elle avait besoin de savoir. Ils avaient déjà pris le contrôle du réseau de la base de 11 champs, elle n'avait donc pas à s'inquiéter de la sécurité des communications. Ensuite, il resta vague sur les détails. Dans tous les cas, il y aurait des changements dans la base à minuit la nuit suivante. Elle comprendrait les détails à ce moment-là, et il lui dirait ce qu'il faudrait faire. En lisant ce message, Liang ne put que laisser échapper un petit rire. Notre garçon avait toujours l'air prudent, mystérieux et légèrement terrifiant. Quelques heures passèrent, et Xingxin annonça que c'était fait. Elle avait réussi à remplacer les coordonnées du missile. Sauf imprévu, le missile frapperait définitivement la base de 11 champs. Zan lui tapota joyeusement la tête et la félicita d'avoir, comme toujours, fait du bon travail. Xingxin rougit légèrement, tandis que notre héros fixait le compte à rebours affiché à l'écran. L'attaque de missiles contre la base de 11 champs aurait lieu dans 31 heures. Dans son esprit, la bataille décisive finale approchait enfin. Puis Keran entra avec une pile de documents dans les bras. D'après ce qu'elle comprenait, si l'ennemi voulait s'occuper de l'abri fortifié de Zan, il utiliserait probablement un missile Perse Bunker de gros calibre. Ce missile ne détruirait peut-être toujours pas la base de 11 champs profondément enterrée, mais il provoquerait de fortes vibrations et pourrait potentiellement créer des effets sismiques allant jusqu'à une magnitude de 8. Zan relia immédiatement cette information à son propre plan. Quand le moment viendrait, il laisserait Xingxin prendre le contrôle du réseau de la base de 11 champs et couper l'alimentation électrique. La principale source d'énergie de la base était l'électricité. Une fois le courant coupé, toute la base serait temporairement paralysée, et une panique massive deviendrait inévitable. En frappant la table de la main, sa voix devint de plus en plus excitée. La base de 11 champs pouvait peut-être survivre au missile, mais son calme, lui, n'y survivrait pas. La base allait vivre une apocalypse au cœur même de l'apocalypse. Malgré tout, Xingxin lui rappela que même si elle pouvait couper le courant via le réseau, la base de 11 champs disposait aussi de méthodes manuelles pour rétablir l'électricité. Mais Zan n'était pas inquiet. Il n'avait besoin que d'un court moment de chaos. Ce serait suffisant pour terminer le travail à l'intérieur. Car Zan savait que pendant ce chaos,
Liang Yue guiderait ses étudiants hors de la 4e zone de vie. Shin les posa donc la prochaine question importante. Quand ils frapperaient au milieu du chaos, quelle serait leur prochaine étape? Yang Mi et Zhu semblaient inquiets tandis que Shin les poussait la question plus loin. Même si leur objectif était d'anéantir la base de 11 champs, quelle stratégie permettrait réellement d'obtenir une victoire totale? Fallait-il éliminer leur chef, Shen Xinyan? L'otaku fit remarquer que cela ne suffirait pas, car quelqu'un d'autre prendrait sûrement sa place très vite. Puis le gros comprit enfin ce que notre garçon avait vraiment en tête. Comptait-il détruire absolument tout et tout le monde dans la base de 11 champs? Il prit peur et demanda si Zhang voulait réellement tous les éliminer. Zhang répondit avec un calme terrifiant. Au minimum, il devait tuer la majorité des dirigeants et réduire le personnel de la base de 11 champs de plus de 80%. Dans l'idéal, il les détruirait tous. Il expliqua que c'était faisable grâce aux ressources qu'il possédait. Il avait beaucoup d'explosifs saisis après l'échec de l'ennemi à détruire son abri, en plus de ceux de sa propre réserve. Puis il leur demanda s'ils comprenaient ce qui arriverait si une telle quantité d'explosifs détonnait dans un espace souterrain dense. Kieran fit rapidement le calcul. Zhang avait environ 1 tonne d'explosifs. Si une telle quantité explosait sous terre, cela causerait forcément d'immenses dégâts à la base de 11 champs. Détruire une partie de la base ne provoquerait pas seulement des pertes dans les environs immédiats. Plus important encore, cela endommagerait les systèmes de survie de toute l'installation souterraine. L'alimentation électrique, la circulation de l'eau, la ventilation et les voies d'évacuation étaient tous des systèmes critiques. Si ne serait-ce qu'un seul de ces systèmes était détruit, survivre sous terre deviendrait extrêmement difficile. En plus de cela, l'explosion elle-même consommerait une quantité importante d'oxygène. Même les personnes situées en dehors de la zone d'explosion immédiate pourraient suffoquer à cause du manque d'oxygène. En entendant cela, tout le monde se tut, car le plan venait officiellement de passer du territoire dangereux au territoire cauchemardesque. Shin leva la main comme un bon élève et admit que le plan semblait excellent, mais qu'il restait encore un énorme problème. Comment étaient-ils censés infiltrer la base? S'ils entraient simplement comme si de rien n'était, ils pourraient se perdre, et beaucoup de membres du personnel les reconnaîtraient. Zhang répondit calmement qu'il y avait déjà pensé. D'abord, tout le monde devait mémoriser la disposition de la base de 11 champs. Il avait étudié la structure détaillée en 3 dimensions sur l'ordinateur, et puisqu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort, il ne pouvait se permettre aucune négligence. Pour placer les explosifs à l'intérieur, il leur fallait seulement un déguisement malin. Il tira un morceau de tissu sur le côté et révéla les vêtements qu'il avait préparés. En portant ces tenues et en profitant du chaos interne, il pourrait s'infiltrer beaucoup plus facilement. Puis Zhang pointa l'écran de l'ordinateur et clarifia la mission. Il placerait les explosifs dans la 2e zone de vie, là où les systèmes de survie critiques de la base de 11 champs étaient centralisés. Il n'avait pas besoin d'être trop pointilleux sur l'emplacement exact. Après tout, avec 1000 kg d'explosifs, l'effet serait le même peu importe où il les plaçait. Le plan n'avait pas besoin de précision si l'explosion arrivait avec assez d'enthousiasme. Zhang expliqua aussi le plan d'évasion. L'agilité de UAU a surpassé celle des mutants ordinaires, alors s'il remarquait quelque chose d'anormal, Zhang et UAU prendraient immédiatement la tête de la fuite. La base de 11 champs n'avait qu'une seule motoneige et quelques traîneaux pour se déplacer sur la neige. Une fois dehors, sa propre motoneige pourrait facilement les distancer. Puis il leur donna la règle la plus importante. Accomplir la mission passait au second plan. Le plus important était de rester en sécurité. Oncle Yu et Shin les hochèrent la tête avec sérieux. Le plan était dangereux, mais au moins Zhang n'avait pas oublié la partie la plus importante, ressortir vivant après avoir fait un vacarme absolument monstrueux. Au même moment, dans le dortoir de la 4e zone de vie de la base de 11 champs, Liang Yue donnait discrètement ses instructions à tout le monde pendant que Xiaoxian gardait la porte. Liang Yue leur dit de ne pas dormir à minuit le lendemain, car elle reviendrait pour leur annoncer quelque chose de crucial. Un jeune homme accepta aussitôt et dit qu'il suivrait ses ordres. N'importe quel endroit serait meilleur que ce trou à rats. Professeur Liang réconforta tout le monde et leur dit de ne pas s'inquiéter. Ils devaient simplement tenir encore un peu. Ensuite, ils seraient libres, comme autrefois. Le lendemain matin, Zhang,
Shinlei, Oncle Yu et Uau étaient assis ensemble en train de manger. Pendant le repas, Zhang expliqua le calendrier. Selon le plan, l'attaque de missiles était prévue pour ce soir, exactement à minuit. Ils devaient arriver tôt et se préparer à proximité. Lorsque le missile frapperait, Liang Yue et les autres profiteraient du chaos pour s'échapper. Leur groupe devait attendre que Liang Yue et ses étudiants se soient échappés en sécurité avant de poursuivre. Si Liang Yue n'apparaissait pas, cela signifierait qu'un problème était survenu. Sans son aide pour les guider, ils devraient abandonner le plan immédiatement. Puis Zhang sourit et passa en revue le reste. Si professeur Liang apparaissait, il se fondrait dans la foule chaotique, poserait les explosifs, puis s'échapperait. Si quelque chose d'incertain se produisait pendant l'opération, il fuirait sans hésiter. Il répéta que la sécurité était primordiale. Inutile de prendre des risques avec des variables imprévisibles. Shinlei hocha vigoureusement la tête, la bouche pleine de nourriture, tandis qu'Oncle Yu résuma le point essentiel. En d'autres termes, pour que le plan réussisse, il devait d'abord s'assurer que Liang Yue et ses étudiants soient secourus. Zhang approuva, mais le corrigea légèrement. La sécurité de Liang était la priorité absolue, pas celle de ses étudiants. Cela paraissait froid, mais c'était la réalité de l'opération. Liang Yue était leur guide à l'intérieur. Sans elle, tout le plan s'effondrait. Enfin, notre garçon expliqua un autre avantage crucial. Comme il combattrait à l'intérieur de la base pendant le chaos, l'ennemi ne pourrait pas utiliser librement ses armes lourdes, et Zhang avait déjà prévu comment gérer les soldats ordinaires et leurs armes à feu. Cependant, le problème le plus difficile restait encore de savoir comment s'occuper des 6 mutants. Zhang comptait utiliser une stratégie de division pour les vaincre un par un. Bien sûr, seulement s'ils étaient forcés de les combattre. Mais s'ils ne parvenaient pas à semer leurs poursuivants, leur priorité resterait de s'échapper immédiatement. L'héroïsme, c'était bien joli, mais Zhang avait toujours considéré la survie comme la quête principale. Une fois que tout fut prêt, la nuit tomba lentement, et la neige recouvrit le ciel. Alors que l'équipe d'assaut était sur le point de partir, Zhou regarda Zhang avec inquiétude et lui dit d'être extrêmement prudent. Ils avaient tous besoin qu'ils reviennent vivants et en bonne santé. Puis ils se mirent enfin en route. La voiture fonça à travers le blizzard vers les coordonnées de la base de 11 champs. À l'intérieur, Zhang écoutait Xingxin faire son rapport dans l'oreillette. La base venait de confirmer l'heure de lancement du missile avec le district de Jiangnan. Ce serait ce soir, exactement à minuit, et les coordonnées avaient déjà été modifiées par Xingxin, il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. Tout se déroulait selon le plan. Notre protagoniste accusa réception du rapport et lui dit de continuer à surveiller leur réseau. Si elle remarquait quoi que ce soit d'anormal, elle devait le lui signaler immédiatement. La jeune aqueuse accepta. Le véhicule continua d'avancer dans la neige jusqu'à ce que la base recouverte de neige apparaisse devant eux. Dans la voiture, Zhang s'arrêta, sortit une boîte, l'ouvrit et tendit une fiole à chacun. Il expliqua qu'elle contenait un stimulant spécialement conçu. Il pouvait augmenter les réactions du corps et des nerfs, les aider à déployer une force bien supérieure à la normale, et réduire la douleur. Shinlei posa immédiatement la question évidente. Les stimulants avaient toujours des effets secondaires, non? Zhang répondit franchement. Même s'il y avait des effets secondaires, ce serait un problème pour plus tard. Ils n'apparaîtraient pas à court terme. Après tout, la priorité absolue était de protéger leur vie. Après la mission, ils pourraient se reposer et récupérer comme ils le voudraient. Gros Chou accepta donc rapidement. Zhang tourna ensuite les yeux vers la base de 11 champs. Aucun d'eux ne le savait encore, mais une grande surprise les attendait bientôt. Et le spectacle allait être grandiose. Pendant ce temps, Liang Yue rassembla tout le monde et leur dit d'enfiler les vêtements épais qu'ils portaient lorsqu'ils étaient arrivés là-bas pour la première fois. Une fille nerveuse s'avança et demanda s'ils allaient s'échapper. Mais Cheng Wu lui dit rapidement de ne pas en dire davantage et de simplement suivre les ordres de professeur Liang. Une fois sorti du dortoir, Liang Yue regarda discrètement vers une porte. Dans son esprit, elle pensait à Zhang. Elle ne savait pas exactement ce qu'il préparait, mais elle espérait qu'il ne la décevrait pas. Du côté de Shen Xinyan, le chef fixait l'écran de l'ordinateur avec un sourire. Dans son esprit,
Même si les pertes avaient été importantes et qu'il avait sacrifié un atout précieux, éliminer Zhang en vaudrait largement la peine. Après tout, l'existence de Zhang ne menaçait pas seulement le contrôle de la base de 11 champs sur les environs. Elle sapait aussi gravement l'autorité de Shen, et c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. Puis Ling Feng entra dans la pièce et appela le chef. Shen l'accueillit aussitôt dans son bureau. Avant même que Capitaine Ling puisse poser la moindre question sur Zhang, Shen Xinyan lui dit qu'il n'avait plus besoin de s'inquiéter. Il avait déjà trouvé un moyen de s'occuper de Zhang. Feng fut surpris. Leur chef avait déjà trouvé un moyen de s'occuper de ce petit arrogant, mais dans sa tête, Ling Feng ne pouvait s'empêcher de douter de lui. Shen n'avait obtenu sa position actuelle que grâce à l'influence de sa famille, et en matière de compétences de combat, il n'était même pas aussi bon qu'un soldat ordinaire. Alors comment cet homme comptait-il exactement gérer Zhang? Shen Xinyan lui fit plutôt la leçon. Même après l'apocalypse, l'armée possédait toujours une immense puissance. Les capacités surhumaines n'étaient pas invincibles. Capitaine Ling baissa immédiatement la tête et promit de suivre les arrangements du chef. Puis Seigneur Shen révéla le plan. Zhu Zeng, le responsable d'un autre district, lui devait une grande faveur. Cette fois, il ferait attaquer l'abri de Zhang par le vieux Zhu avec un missile Perse Bunker. Ling Feng se pencha en avant avec excitation. Si cela arrivait, il se débarrasserait définitivement du gamin cette fois. Mais Shen Xinyan continua de sermonner que les jeunes ne devaient pas croire qu'ils pouvaient agir avec arrogance simplement parce qu'ils possédaient des pouvoirs spéciaux. Le monde n'était pas aussi gentil qu'il l'imaginait. Puis le chef invita Capitaine Ling à regarder avec lui la destruction de l'abri de Zhang. Il voulait organiser une sorte de soirée visionnage, mais comme il n'avait probablement pas d'amis, sa seule option était l'un de ses capitaines. Ils fixèrent donc tous les deux l'écran, où apparut le schéma du bunker fortifié de Zhang. Ling Feng fronça les sourcils et trouva qu'utiliser une arme aussi puissante contre une seule personne était effectivement du gaspillage. Shen Xinyan soupira. Il le savait aussi. Mais à ce stade, il n'avait plus d'autre option. De plus, le contrôle de ces armes appartenait au grand district militaire. Autrefois, Shen et Zhu Zeng n'étaient pas si éloignés en termes de rang, mais désormais Zhu Zeng était devenu un tyran local. Capitaine Ling se demanda donc s'il pouvait utiliser l'aide du commandant Zhu pour prendre également le contrôle de toute la ville de Tianhe. Mais le chef égocentrique lui répondit seulement qu'il était encore trop jeune et qu'il ne comprenait pas. Dans son esprit, Shen connaissait la vérité. Après cette faveur, s'il voulait à nouveau l'aide de Zhu Zeng, le prix serait beaucoup plus élevé. Zhu Zeng régnait déjà librement sur son propre territoire, alors pourquoi continuerait-il à soutenir quelqu'un d'autre? À l'approche de minuit, Xingxin continua de travailler à l'ordinateur et de tout surveiller attentivement, exactement comme Zhang le lui avait demandé. Au quartier général du district de Jiangnan, cependant, un commandant appuya sans hésitation sur le bouton rouge de lancement. Le missile fut lancé depuis la base militaire et fila dans le ciel nocturne. À l'intérieur du département de l'information de la base de 11 champs, le chaos éclata aussitôt. Un soldat vit l'écran et cria de panique. Qu'est-ce que c'était? Un autre homme signala qu'il s'agissait d'un missile venant de Jinling. Le premier soldat ne comprenait pas ce que l'autre côté essayait de faire, alors il leur dit de faire un rapport immédiatement. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Le missile déchira la nuit et fonça droit vers la base de 11 champs. Dans son véhicule, Zhang leva les yeux et vit le missile descendre. Le voilà. Il était déjà arrivé. Une explosion massive illumina soudain l'obscurité. La force de la déflagration secoua toute la zone. Même le véhicule de Zhang trembla sous l'impact. Mais il contacta aussitôt Xingxin avec excitation et lui dit de le faire. La jeune aqueuse comprit immédiatement et lança l'opération. À l'intérieur de la base de 11 champs, les gens crièrent dans la confusion lorsque le système électrique s'arrêta brusquement. Shen Xinyan fut saisi de terreur et exigea de savoir ce qui se passait. Quelques minutes plus tôt, il était en train de regarder en direct la destruction de quelqu'un d'autre. Maintenant, la réalité avait retourné l'écran et l'avait transformé en victime principale de l'épisode.
Le département de l'information signala par le dispositif de communication qu'il subissait une attaque de missile. Seigneur Shen paniqua encore plus. Une attaque de missile? D'où venait ce missile? Puis la fureur explosa en lui. Est-ce que ce salaud de Zhu Zeng l'avait trahi? Toute la base trembla de nouveau. L'énorme missile avait rendu le sol instable. Mais il n'y avait pas le temps de poursuivre cette pensée. La priorité absolue était de rétablir l'ordre à l'intérieur de sa base le plus vite possible. Shen ordonna donc à Ling Feng de rassembler rapidement l'équipe des forces spéciales et de le protéger. Le capitaine obéit aussitôt. Puis Shen Xinyan donna un autre ordre strict. Il devait s'assurer que les gens de la 4e zone de vie ne causent aucun problème. Les soldats devaient les surveiller de près, et si quelqu'un essayait de profiter du chaos, il devait être abattu sur le champ. Dehors, à l'entrée terrestre sud, les troupes de 11 champs tentaient de contacter la base. Un soldat demanda ce qu'était cette secousse et exigea une réponse. Juste après le message, Zan fonça droit vers eux en voiture. Le véhicule traversa la neige et s'arrêta près de l'entrée. Zan, Shinlei et Oncle Yu sautèrent dehors et attaquèrent sans hésiter. Il était temps d'exécuter le plan. 30 secondes plus tard, toutes les troupes ennemies autour d'eux avaient été éliminées. Les soldats ordinaires n'avaient aucune chance contre des mutants. Zan regarda aussitôt vers la base. Désormais, tout dépendait de Liang Ye. À l'intérieur de la 4e zone de vie, les étudiants étaient terrifiés. Une fille demanda si c'était un tremblement de terre. Mais professeur Liang comprit rapidement la situation. Voilà pourquoi Zan lui avait dit d'attendre jusqu'à minuit. Elle ordonna immédiatement à tout le monde de partir. Ils devaient se dépêcher et quitter la base au plus vite. Une fille cria à tout le monde de continuer à suivre professeur Liang. Mais les soldats de 11 champs braquèrent bientôt leurs armes sur eux et leur barrèrent la route. Ils ordonnèrent à tout le monde de rentrer à l'intérieur et avertir que si quelqu'un sortait, ils tireraient. Un autre soldat cria qu'ils devaient tous retourner à l'intérieur et ne plus ressortir. Les soldats aussi étaient nerveux. Dans l'obscurité, s'ils commençaient à tirer à l'aveugle, ils risquaient de toucher leurs propres alliés. Liang Ye remarqua instantanément cette hésitation de loin. C'était leur chance. Alors son groupe contourna rapidement les soldats en se faufilant dans l'obscurité. Une fois les étudiants précipités dehors, des coups de feu éclatèrent derrière eux, et une fille cria en pleurant que quelqu'un tirait à l'intérieur. Liang Ye reprit le contrôle de la situation et ordonna à tout le monde de continuer à avancer. Il ne pouvait pas regarder en arrière. Il devait seulement continuer tout droit. En courant, la professeure savait qu'il restait encore une certaine distance jusqu'au tunnel d'évasion. Il devait traverser plusieurs tunnels, il fallait donc accélérer. Elle savait aussi que dans un endroit aussi bien armé que la base de 11 champs, une perturbation de cette ampleur pouvait facilement être réprimée. Ils ne pouvaient pas se permettre la moindre imprudence. Lorsqu'ils atteignirent une autre porte, un soldat leur barra le passage et dit que personne n'était autorisé à passer sans ordre. Liang Ye n'hésita pas. Elle dégaina son épée et utilisa instantanément ses pouvoirs. D'un seul coup net, Liang Ye élimina les gardes devant et les ordonna à tout le monde de continuer à avancer. Enfin, quelqu'un de la 4e zone de vie cria qu'ils avaient atteint la sortie. Mais Liang Ye ordonna soudain à tout le monde de s'arrêter. Une femme mystérieuse les attendait à la sortie. Elle traita la professeure de traîtresse, osant revenir même après tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Ce n'est qu'à ce moment-là que les étudiants comprirent le vrai problème. La femme qui bloquait la sortie était la secrétaire Géoru, et des dizaines de soldats se tenaient derrière elle. Géoru ricana en disant que le chef avait été sage. Il savait que ses rats essaieraient de s'échapper pendant le chaos. Puis elle se moqua de Liang Ye. Croyait-elle vraiment que personne n'avait jamais essayé de s'enfuir avant elle? Elle n'était pas la première, et elle ne serait pas la dernière. Mais son destin serait le même que celui des autres. La secrétaire alla encore plus loin et dit que professeur Liang avait sacrifié sa vie pour ses sujets d'expérience inutiles. Avec ses pouvoirs, elle aurait pu vivre confortablement ici. Liang Ye essaya de gagner du temps et dit qu'elle pouvait peut-être encore discuter. Mais la réponse de Géoru fut aussi froide que le monde extérieur. La base de 11 champs ne tolérait pas la trahison.
Il n'y avait rien à discuter. Une traîtresse restait une traîtresse, et les traîtres méritaient la mort. Avant que les soldats puissent exécuter l'ordre, un coup de feu retentit et élimina l'un des soldats qui se tenait juste à côté d'elle. Géoru se figea et comprit qu'il subissait une attaque ennemie. C'était Zhang. Il avait encerclé les soldats de 11 champs depuis l'autre côté. Elle ordonna immédiatement aux soldats de tous les éliminer. Liang Yue se retourna et dit aux étudiants de rester où ils étaient et de ne pas bouger. Un étudiant demanda avec anxiété ce qu'elle allait faire. La professeure se mit aussitôt en mouvement et répondit que des renforts étaient arrivés, alors elle devait les aider. Avec son épée et les tirs de Zhang qui se complétaient parfaitement, les ennemis tombèrent les uns après les autres. Des douilles vides se dispersaient partout tandis que les deux camps se déplaçaient rapidement au cœur du combat. Une fois l'affrontement terminé, Liang Yue poussa enfin un soupir de soulagement. Puis elle se tourna vers Zhang et le remercia pour son soutien. Notre garçon balaya ça d'un geste de la main et lui dit de ne pas en parler. Liang Yue méritait son aide. En réalité, Zhang savait que si Liang Yue n'avait pas agi comme une infiltrée dans la base de 11 champs, il n'aurait jamais eu cette occasion de lancer l'attaque. L'aider était donc parfaitement normal. Puis Zhang revint à la mission et dit à Liang Yue de se dépêcher de faire sortir les étudiants. Le moindre retard pouvait être dangereux. Une fille effrayée appela professeur Liang, et Liang Yue la réconforta. Tout allait bien maintenant. Ils étaient libres, comme avant. Puis Liang Yue reporta son attention sur Géoru et lui demanda si c'était elle qui avait conduit ses étudiants à leur perte. La secrétaire paniqua immédiatement et tenta de s'enfuir. Elle prétendit qu'elle n'était qu'une secrétaire et que tout avait été fait sur les ordres du chef. Elle n'arrêtait pas de crier que ce n'était pas sa faute et qu'il ne pouvait pas tuer une innocente. Xiaoxian se plaça devant elle et répéta le mot innocente avec incrédulité. Comment osait-elle dire ça? Puis il mit fin à la misérable vie de la secrétaire. Liang Yue avait enfin réussi. Elle avait libéré tous ceux qui restaient dans la 4e zone de vie. Elle remercia donc encore Zhang d'être venu les sauver comme il l'avait promis. Zhang désigna l'arrière et lui dit que les gardes à l'entrée avaient déjà été éliminés eux aussi. Ses étudiants pouvaient maintenant partir en sécurité. Puis il utilisa sa capacité de stockage et ouvrit une faille, faisant apparaître de la nourriture à haute valeur énergétique et du combustible de chauffage. Il dit aux étudiants de prendre les provisions et de se cacher dans le quartier situé à 5 km au sud-est. Après cela, Zhang donna l'instruction suivante à Liang Yue. Elle devait ouvrir la voie, parce qu'ils avaient encore d'autres affaires à régler. Un étudiant inquiet demanda si professeur Liang ne venait pas avec eux. Zhang les rassura en disant que le personnel de la base de 11 champs était trop occupé pour les poursuivre pour le moment. Puis son expression devint beaucoup plus sombre. Cependant, s'ils se contentaient de s'enfuir, la base de 11 champs viendrait forcément les chercher une fois le chaos maîtrisé. C'était encore plus vrai maintenant que Liang Yue avait éliminé un si grand nombre de leurs hommes. La professeure resta silencieuse, car elle savait qu'il avait raison. Puisqu'elle avait décidé de rompre avec la base, il n'y avait plus de retour en arrière pour elle. Alors elle suivit Zhang et demanda ce qu'il comptait faire. La réponse de notre protagoniste était simple. Ils allaient profiter de cette occasion pour détruire la base de 11 champs tant qu'ils le pouvaient. De cette façon, ni eux ni ses étudiants n'auraient plus à s'inquiéter de quoi que ce soit. Liang Yue se figea en l'entendant. Détruire toute la base de 11 champs? Il y avait encore des milliers de personnes vivantes à l'intérieur. S'ils détruisaient la base, ils les condamneraient tous. Mais s'ils ne s'occupaient pas d'eux, alors ce serait peut-être eux qui mourraient. La question était donc simple, chasser maintenant, ou être chassé plus tard. Après un moment, Liang Yue prit sa décision. Elle serra le poing et accepta de les aider. Puis elle se tourna vers Xiaoxian et lui dit de prendre ses camarades de classe et de partir. Elle les rejoindrait bientôt. Xiaoxian dit avec anxiété à professeur Liang qu'elle devait revenir saine et sauve. Sur ces mots, les étudiants s'échappèrent enfin de la base. À l'intérieur, Zhang donna l'ordre d'avancer. Il n'avait pas beaucoup de temps. Il ouvrit son téléphone, montra l'emplacement à Liang Yue et lui dit de les y conduire.
Liang Yue le reconnut immédiatement et leur dit de la suivre. Bientôt, le groupe de Zhang se précipita vers la deuxième zone de vie. Tout le monde portait un casque de moto en guise de protection faciale, ce qui donnait à toute l'opération des airs de partie de PUBG apocalyptique sous terre. Une fois arrivé, Zhang leva la main et donna l'ordre. Placez les explosifs. Les autres transportaient des dispositifs de détonation et se dispersèrent rapidement dans la zone. Chaque seconde comptait, car la base de 11 champs pouvait rétablir l'ordre à tout moment. Pourtant, Liang Yue l'avertit que les murs ici étaient extrêmement solides. Des explosifs ordinaires ne fonctionneraient pas. Zhang répondit calmement qu'il le savait. Ce n'étaient pas des explosifs ordinaires. Aussitôt, il utilisa sa capacité et ouvrit un portail spatial devant Liang Yue. Liang Yue resta stupéfaite en voyant la quantité d'explosifs qu'il avait stockés. Elle avait du mal à croire qu'il les avait encore. Les yeux de Zhang devinrent sombres et froids. Bien sûr qu'il les avait encore. Dans cet apocalypse, il ne gaspillait jamais rien. Pas même un seul grain de riz. Et maintenant, il allait faire goûter à la base de 11 champs ses propres explosifs. Et c'est ici que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Aujourd'hui, Xingqiang a modifié les coordonnées du missile et a renvoyé la plus grande menace de Shen Xinyan directement vers la base de 11 champs. Zhang a utilisé le chaos pour lancer la véritable opération, en sauvant d'abord les étudiants de Liang Yue, puis en se dirigeant droit vers la deuxième zone de vie avec assez d'explosifs pour faire trembler toute la base souterraine. Maintenant, la question est de savoir si Zhang pourra vraiment détruire la base de 11 champs avant que Shen Xinyan et ses mutants ne reprennent le contrôle, ou si cette contre-attaque désespérée va se transformer en une bataille souterraine encore plus meurtrière. Laissez un like et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Et comme toujours, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pensez-vous que Zhang pourra en finir complètement avec Shen Xinyan cette fois-ci, ou la base de 11 champs trouvera-t-elle encore un moyen de survivre et de contre-attaquer? Merci d'avoir regardé, et merci pour votre soutien à cette série. On se retrouve tous dans le prochain épisode.